l'administration, la mairie, la préfecture a le droit de vie ou de mort sur ton commerce. Il suffit qu'il se réveille mal le matin pour t'écraser comme on écrase un mégot de cigarette. Mais attends, c'est fou ça, c'est un désert. Regarde ça, tout est fermé. Et c'est là, à cet endroit précis, ils ont trouvé une voiture en train de brûler et les pompiers sont aperçus qu'il y avait une personne dedans en train de brûler. Moi, ce que je touche du doigt avec vous là, c'est le déni d'une certaine génération. Mais il y a vraiment eu un avant, un après, vraiment. En 3-4 ans là, sincèrement. Alors là, on est où là? À Ducharas. Là-bas, tu as des Albaltar. Très joli marché ovale. Ouais, très beau. À droite, tu as un point de deal. D'accord. Il m'a reconnu le gars. Ouais. Il m'a reconnu le gars. Il m'a reconnu le gars. Il risque de venir. On vient de te faire remarquer. Oh, faites quoi dans votre quartier là? Hey, On visite. la caméra, Voilà les gars, on fait juste un truc, on passe. À la République. Les gars. Les gars, c'est bien. Ah, on va passer plaisir avec une caméra. Non, on part là. On y va. On s'en va, monsieur. Ah, c'est quoi votre chaîne? C'est Vincent Lapierre. La pierre. Bah, messieurs, dames. Ah, bah, monsieur, il n'y a pas de dames. Ah, c'est pas du rap. Allez, on y va les gars, on y va. De Clermont. Vous voulez intervenir? Ouais, interviens. On va intervenir. Vas-y, tu veux dire quoi? Vas-y. Ouais, interview. Voilà, c'est nous. Il y a encore un abonné. Voilà, c'est nous les gars. Ah, 24 heures sur 24. Faut que le Hazi débute 24 heures sur 24. Venez. Pas une mauvaise image les gars. Ah, c'est chez nous ici, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous ici. Allez les gars. Opération Place Nette, ça. Allez les gars. On a tout ensemble. C'est chez nous ici. Regarde. Et là, c'est le qui parle. Allez. Merci monsieur. Allez, on y va. On bouge. Vas-y, on bouge. Là, je te dis, il faut se casser. J'ai l'habitude. Ah oui, moi je te fais confiance. L'ambiance est digne de ce qu'on m'a dit. Hein. La réalité n'a pas démenti le discours. On refait la même chose à 20h. Bah non, à 20h, c'est bon, on revient à poil. Bon, là, vous avez vu ce qui s'est passé. La rue est chaude. C'est chaud. C'est chez eux. De toute façon, ils le disent clairement, c'est énoncé, c'est chez eux. Donc bon, on a pu passer sans dommage. C'était limite. J'ai commencé à être, il n'y a pas eu d'agression, mais il commençait à être tactile, on dira. Il commençait à nous toucher, à nous bousculer. C'était limite. Heureusement qu'il est que 15h moins 20, quoi, parce qu'on ne pourra pas faire ça à 20h ici. Non, là, franchement, je vous dis, j'ai l'habitude. Là, c'était... Quand j'ai vu que les mecs m'ont reconnu, je dis, ça peut chauffer. Parce que tu vois, là, ils étaient en mode cool. Ouais, Vincent Lapierre et tout, machin. Mais en vrai, il y en a un qui dit, ouais, c'est un facho. Terminé, gars. À 20h, on ressort à poil. Non, sans rien. À 20h, ils sortent les flingues, comme ils ont déjà fait. Ils nous flinguent. Il y a déjà eu 2 morts dans ces trucs. Il y a déjà eu 2 morts qui sont fait flinguer. Je rappelle qu'on a Clermont-Ferrand, quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ils sont très proches, très tactiles, comme tu dis. Chaleureux. Chaleureux, c'est chaleureux. Moi, j'avais une main. Comme dirait un Clermontois, ils sont chaleureux. Ils n'ont pas peur du contact. Ils n'ont pas peur du contact. Et il y a un truc aussi, c'est que ça allait très vite. C'est-à-dire que tout d'un coup, on était encerclés. D'un coup. T'as vu combien il y a été? Très vite. Ouais, c'est organisé. Ils étaient une quinzaine. C'était une quinzaine. C'était une quinzaine, c'est organisé. Je crois que le business le vaut bien. Ils ont été délogés que 5 minutes avant. Et ils ont été délogés. Que 5 minutes La avant. police est remontée la rue, on l'a vu remonter, Oui. 5 minutes auparavant. Donc, Alors, nous, on a dit, ils se sont réorganisés très vite en fait. on a dit, c'est bon, on pourra descendre la rue. Voilà. La police, elle s'est garée là, juste là. Un coup de gyrophare juste à 2 minutes avant qu'on descende. Donc Voilà. en fait, la police, là, littéralement, ne sert à rien. C'est-à-dire qu'ils arrivent, les mecs s'écartent, et ensuite, dès que la police est repartie, les mecs reviennent. C'est le jeu de chat et la souris. Quand on a vu que la police est passée, on a donné un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans la rue. Il n'y avait plus personne, plus un champ. Elle était vide. On a dit, Du c'est coup, bon, on s'est on va dit, pouvoir bon, descendre avec Vincent. La voie est libre. Non, la voie n'est pas libre. Alors, t'as vu, ça a duré 5 minutes. Au bout de 5 minutes, t'as vu comment on était accueillis. Il y a une vraie vigilance citoyenne dans cette rue, c'est incroyable. Il y a une autogestion, c'est de l'autogestion. Autogestion, absolument. C'est de l'autogestion, c'est l'avenir. Parce que en dehors du trafic, il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Le quartier est sécurisé.
Je sais pas si à la caméra ça retranscrira bien l'ambiance, mais c'était chaud, vraiment c'était chaud. Ils étaient proches, hein. Ils m'ont encerclé. Ouais, ils t'ont encerclé, bien sûr. Ils m'ont encerclé. Bah oui, je sais, j'ai vu. C'est relou de vivre ça en France à 14h30, quoi. Ça devrait même pas exister, même la nuit, mais bon. Eh, franchement, les amis, je m'attendais pas à ça, à ce niveau-là. C'est quand même conforme à ce qu'on pense. Mais oui, là on est dans le concret, rêvent là. Là on est dans le concret, on est dans le réel, là. Ah mais Vincent, on aurait pu voir la même chose ce matin, et au pire à la Croix de Néra, mais parce que ce matin, on était arrivé vraiment trop tôt et on n'a pas trouvé les gens qui travaillaient. Ouais. On les a pas dérangés. Mais on y retourne maintenant à la Croix de Néra, là. C'est la même chose. Ah mais là, on rentre, on ressort pas. Non mais là concrètement, on était plusieurs, mais là t'es un mec tout seul. Avec ta sacoche, tes AirPods, machin. Mais tu te fais braquer. Mais ça arrive régulièrement. Tu vois, la rue a complètement changé. Mais il y a énormément de magasins qui ont fermé, par contre, qui ont mis la clé sous la porte, hein, ici. Ouais, je vois ça, c'est pas mal de choses fermées. Ah, Ouais. oui. C'est là que tu sais que t'es en France. Tu rentres dans une petite porte comme ça, sous un porche, et là, au milieu d'une cour, une petite collégiale. Magnifique. On est sous la pluie, ciel gris et bas. Et pourtant, cette église est sublime avec sa pierre noire, là, regarde. La tour, le clocher avec la pierre noire, la pierre volcanique d'Auvergne. Ces arcades. Waouh. C'est une basilique qui fait partie du chemin de Compostelle, patrimoine mondial, Notre-Dame-du-Port. Tiens, vu qu'il pleut, on va se réfugier dans l'église là. Elle est ouverte. On a trouvé refuge dans la basilique. Ah, elle est belle. Elle est belle. Viens, on descend. C'est la crypte. Regarde comme elle est belle. Donc la rue du Port, rue traditionnelle de Clermont-Ferrand, avec beaucoup de bâtiments anciens, qui est sur la pente de l'ancien volcan, puisque la cathédrale est posée au sommet de l'ancien volcan qui marque le cœur de la ville. Et la rue du Port fait partie de ces très très belles rues qui montent comme ça. Tout à fait dans l'esprit, le sol pavé, la pierre de Volvic, l'art déco, Art déco, je vois fin ça. 19e, tout ça. Waouh, magnifique. Vous avez été à Croix-Néra? Ouais. Non. Oui, ce matin, ouais. J'ai vécu 1 an là-bas. Et bah, je peux vous dire, c'est un sacré bazar, hein. J'ai vu les émeutes pour Naël, j'ai vu un bus brûler sur le parking du Auchan. J'ai vu des poubelles prendre feu sur les voies de tram, devant mes yeux comme ça. Et puis personne n'intervient, c'est ça le truc en fait. Des fois, il y a même des mecs qui dealent en bas des tours, puis personne ne dit rien, les gens y passent, ils baissent les yeux, puis c'est normal quoi. Puis en plus, c'est que ça fait 5 ans que je suis là, donc la première année, je me suis dit ça va, c'est la ville. Et puis là, depuis 5 ans, on voit l'évolution, le changement même de population dans Clermont-Ferrand. Dites-vous, quand vous êtes le seul blanc dans le tram ou dans le bus, ça fait un peu peur quand même, hein. Enfin, la seule personne à parler français, c'est un peu chaud. Et en tant que femme? Ah non, mais là, c'est catastrophique. On se fait accoster régulièrement par les mêmes personnes. Je vais pas vous faire un persona non plus, je pense que vous avez une petite idée. Mais quand on rentre même à 22h ou 23h, on est obligé d'avoir un ami, un homme pour nous accompagner chez nous, car ça fait beaucoup trop peur. Une femme, elle peut pas sortir, je pense, en jupe trop courte, et encore moins se promener toute seule, même à partir de 20h, 21h déjà. C'est ça, c'est de plus en plus récurrent. Ah ouais. Mhm. Mais partout dans Clermont-Ferrand ou il y a des quartiers quand même ciblés? Il y a des quartiers ciblés. Après, on va dire qu'il y a des quartiers ciblés, mais quand c'est la nuit, c'est partout. Vous prenez la place de Jaude, c'est la place centrale de Clermont-Ferrand, vous pouvez vous faire accoster. Il y a déjà eu des bagarres, des rixes. Place de la Victoire, très côté, très bel endroit, des coups de couteau de temps en temps. On est en insécurité partout, peu importe où vous vous promenez. Après, il y a des quartiers plus chauds, par exemple, il y a Saint-Jacques, La Gautière, Croix-Néra, Charras, là vous savez où il y a eu les morts et tout. Charras, on y était tout à l'heure, ouais. Mais après, quand on est une femme, bah, c'est dans tout Clermont-Ferrand en fait. C'est pas seulement Charras, c'est pas seulement La Gautière, c'est pas seulement Croix-Néra, c'est vraiment partout. Waouh, c'est chaud. Oui, bah dites-vous, nous on a de la chance, on est des femmes, donc on peut se promener avec une gazeuse dans notre sac. Mais ça devient presque obligatoire en fait. Puis même, on se fait même insulter, mais pas parler français. Par exemple, une fois, c'est une femme voilée, elle m'a insulté de PUTE, parce que je rentrais de la salle de sport et que j'avais un short et une brassière de sport. Donc apparemment, ça, c'est pas toléré en France, vous voyez. Moi, je l'ai dit à ma mère, j'ai fini mes études et je m'en vais, je me casse d'ici. Je veux plus rester là. Ça fait vraiment trop peur. Idéalement, je partirais en Suisse. Mais vraiment, je quitte cette ville pourrie là. Ça fait vraiment trop peur. Il y a trop d'insécurité. Vraiment, il y a rien qui va. Donc non, c'est plus possible de rester là. C'est vraiment pas possible. Si on veut un avenir, si on veut être en sécurité, c'est pas Clermont qu'il faut le construire, hein.
Un autre qui m'a reconnu. Donc bon, puis même, c'est les gens qui crient dans le tram, qui crient dans les bus, ils savent pas se tenir. Enfin vraiment, puis même quand on se promène la journée, il y a beaucoup de SDF, vraiment, beaucoup. Il y a au moins, en une journée, on peut vous demander 4 fois, est-ce que je peux avoir une pièce pour aller à l'auberge de jeunesse? Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème dans la ville. Ouais. Le maire se soucie plus de faire ses petits travaux que de protéger sa population, et ça c'est vraiment grave par contre. Donc bon, après on fait avec, on n'a pas trop le choix de toute façon, j'ai envie de vous dire. Moi mes parents ils sont pas d'ici, ils viennent, ils me disent mais vous êtes sûr qu'on est à Clermont là? Ils sont d'où? Ils sont de la Corrèze. Du coup ils sont tranquilles là-bas, donc quand ils viennent faire un petit tour à Clermont-Ferrand, ça leur fait un peu une douche froide quoi. Donc bon après, c'est à nous de s'adapter. C'est ça le pire en fait, c'est que c'est à nous de s'adapter dans notre propre pays. C'est le médaillon de la ville où on montre que c'est la ville de Pascal. Ah ouais. Un médaillon de Blaise Pascal. Ok, il y en a partout dans la ville. Ouais, partout où on marche, on a un problème. Waouh, elle est belle cette fontaine, hein. En pierre noire encore. Incroyable, les amis. On a un point de deal qui est au fond, là on les voit. Apparemment c'est un point de deal, je veux bien croire mes collègues. Apparemment c'est un point de deal au fond, il chauffe. Et là, on a la mairie là. On voit le drapeau ici là. Concrètement, il y a 150 mètres entre le point de deal et la mairie, en ligne droite. Ok, bon ça donne le ton quoi. Où ça... Voilà, ils ont remarqué. Évidemment. Voilà, t'as la mairie qui est juste là, tu vois. D'accord, la mairie qui est belle, en pierre noire aussi, hein, hôtel de ville. J'aime ce style. Regarde comme elle est belle cette mairie là, imposante. Normalement, dans l'angle de la mairie là. Ouais. T'as 3 ou 4 schnoufs qui se mettent normalement. Ah ouais? C'est à ce point-là? Ouais. Ça me rappelle Brest, où t'as du trafic sous la mairie littéralement. Ah, oui. Et là, donc c'est pareil en fait, normalement là... Voilà, ils se mettent là. Des fois même ils sont assis avec une chaise. Hein. Ah ouais? Ah, oui, ici là, ils chauffent là. Oui, ils prennent... À l'angle de la mairie. Ah oui, à l'angle de la mairie, oui. C'est Cuckland en fait, la gauche en France. C'est incroyable. Et là, regarde. Regarde cette merveille. Thomas. Regarde, extasie-toi devant cette beauté, cette cathédrale sublime. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Mais c'est une phrase de Robespierre, ça. C'est une phrase de Robespierre? Non. À 100%. Sûr à 100%. Ça, c'est Robespierre qui l'a fait mettre là-dessus pendant la Révolution française. Culte religieux et civique organisé en France au début des années 1790. Bien sûr que j'ai raison. Notamment à l'occasion des fêtes de 1794. Mais bien sûr, c'est Robespierre lui-même. Je te dis même pas c'est la Révolution française, je te dis c'est Robespierre, Maximilien. C'est tonton Max. Quand il était au comité de salut public. Ouais, le chouchou de Mélenchon. Non, parce qu'il était déiste. Il était déiste et au contraire, il s'opposait aux anti-cathos. Il disait vous allez faire détester la Révolution. Et je te jure. Okay. Bien sûr. Ah bah oui, mais il faut connaître les subtilités de l'histoire de France. Moi, je le voyais très franc-maçon, Robespierre. Ouais, mais c'est pas incompatible. Ok. Tu sais, les francs-maçons, ils ont une spiritualité. Hein. Ouais, mais une spiritualité où l'homme devient Dieu. Lui, en fait, il est rousseauiste, Robespierre. Ouais. Il est rousseauiste. Il est pas... En fait, au-delà de tout, il est rousseauiste. Ok. Et Rousseau, c'est un dieu, mais pas un dieu catholique. C'est un dieu... Ouais, c'est le grand architecte. C'est l'être suprême. C'est l'être suprême. Ah, c'est beau. Contribue par ton travail à ce qu'on puisse mesurer la beauté de la France. Bâti par nos aïeux, Thomas. Les tiens comme les miens. Wow, j'adore. Les mecs, ils se sont dit, on va leur en mettre plein la vue. C'est ça qu'ils se sont dit en construisant cette cathédrale. Franchement, elle fait concurrence à la cathédrale de Rouen, clairement. Pour moi, j'aime beaucoup ce style. Donc les amis, vous avez en face de vous la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, siège de l'archidiocèse de Clermont-Ferrand. Elle domine la butte centrale de Clermont-Ferrand. Elle est au sommet de la butte centrale de Clermont-Ferrand. Elle est conçue entièrement en pierre de lave de Volvic. C'est ce qui lui confère cette teinte anthracite unique. Elle est même surnommée la cathédrale noire. 2 clochers jumeaux culminant environ 96 mètres de hauteur soulignent son profil imposant dans le ciel clermontois. On a commencé à la construire en 1248. Sa construction a été confiée à l'architecte Jean Deschamps, mais elle a été très longue à être construite au point que le portail et les flèches ont été réalisés en 1866 et 1902 sous l'impulsion d'Eugène Viollet-le-Duc avec le soutien de Napoléon III. Elle est classée monument historique évidemment. Dès 1862, elle est surnommée la cathédrale noire. Elle est bâtie sur une crypte. Alors il y a la tour de la Bayette. Vous savez où elle est, la tour de la Bayette? C'est l'une des 4 tours. Pascal y a fait des expériences scientifiques là-bas. C'est la seule des 4 tours d'origine à avoir survécu. Cette cathédrale associe majestueusement l'architecture gothique, un matériau volcanique somptueux, une histoire millénaire et une praxis continue jusqu'au XIXe siècle. Elle allie splendeur visuelle et profondeur historique.
un monument à voir absolument si vous êtes de passage en Auvergne. Faites du tourisme intra-français. Visitez les villes de France. Il y a beaucoup à voir. Quelle merveille. C'est fou, c'est fou. Mais regarde ça, Thomas. T'as des mecs quand même à l'époque, il y a donc presque 1000 ans, qui payaient des types pour faire des petites statues comme ça, tu vois. Pour passer, 3 mois à faire une entrée magnifique. Ils mettaient du fric pour ça. C'est-à-dire qu'ils donnaient de l'importance à la beauté. C'est ça que je vois moi quand je regarde cette cathédrale. Maintenant, c'est plus du tout ça, quoi. Maintenant, on fait des HLM, des trucs carrés, insipides. C'est rare les beaux projets comme ça. Il y en a encore, bien sûr. Mais c'est tellement rare par rapport à cette époque foisonnante. Regarde, il y a un mec, combien de temps il a mis à faire cette statue-là? Regarde, combien de temps il a mis à faire ce type-là? 1 semaine, 1 mois? Regarde le Christ là au milieu. T'as un mec, il y a 2 siècles, 500 ans, 800 ans, il a été payé pour faire ça. On voit bien la rue là quand tu sors de la cathédrale. On voit bien cette rue passante, piétonne, commerçante, pleine de vie, pleine de joie. Ouais, c'est beau. Et là-bas, tu as Urbain II. Là, t'as Urbain II, ouais. Urbain II qui est un pape français de Clermont-Ferrand et qui a été le premier pape à appeler à la croisade. On est au XIIe siècle, avant la construction de la cathédrale, ici, sur cette place. C'est le monde occidental qui va se dresser contre les gens qui empêchaient les pèlerins d'aller jusqu'à Jérusalem. C'est ici que ça a été appelé pour la première fois. Clermont-Ferrand a marqué l'histoire de France à plusieurs reprises. Tout d'abord, Vercingétorix a battu les Romains à Gergovie, a battu César à Gergovie. C'était à Clermont-Ferrand, à côté, à quelques kilomètres d'ici. 1000 ans plus tard, c'est à Urbain II de lancer, de fédérer tout l'Occident chrétien contre l'Empire ottoman. Blaise Pascal, clermontois, va préfigurer les Lumières avec ses pensées, sa philosophie, ses mathématiques, sa science. Et pour finir, Édouard Michelin va lancer l'industrie qui va faire rouler le monde sur ses pneus sans chambre à air, qui était une révolution pour l'époque. Clermont-Ferrand a marqué l'histoire de France, laquelle a marqué l'histoire du monde, à 4 reprises, mais à la 5e, quelque chose me dit que c'est pas pour demain. Ah oui. On ne sait pas ça. C'est là où nous intervenons. C'est là où on cherche le futur Édouard Michelin ou Vercingétorix. Peut-être que l'histoire va se répéter comme ça. En tout cas, franchement, c'est une belle ville. J'aime beaucoup cette pierre noire, cette pierre volcanique là. Et regarde, elle est belle cette place. Elle est belle. Comment ça se passe ici à Clermont-Ferrand? Alors j'en ai aucune idée, moi je suis de passage. Ouais. Moi c'est les vacances. Et comment vous trouvez la ville alors? Superbe, franchement les gens sont super gentils à premier abord. Okay. Et par rapport à cette cathédrale là, comment magnifique. Ah ouais. C'est la première fois que je la vois, j'ai été visiter, elle est franchement magnifique. C'est une merveille. Ah, c'est une merveille. Ah, honnêtement, j'adore. La grandeur, tout est... La couleur noire. La couleur aussi. C'est la première fois que j'en vois une et franchement c'est indescriptible. La première fois que je suis entré à l'intérieur, j'ai halluciné. Vous croyez en Dieu? C'est compliqué à dire. Oui. Je crois en quelque chose de supérieur, mais pouvoir l'affirmer, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Donc je sais pas, ça reste assez flou, vague. Et je pense qu'il faut croire en quelque chose pour aller de l'avant. C'est vrai? Ouais. Parce que croire en quelque chose, ça nous permet d'avoir un maintien, enfin quelque chose pour nous aider. Et la France dans tout ça? Oula. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous vous sentez français? Oui, complètement. Moi je suis né ici, je me sens français, j'aime la France. Malgré tout ce qui peut se passer ici, hein. J'aime la France. Vous aimez la France en toute simplicité? Ah oui. Et ça veut dire quoi aimer la France? Aimer les produits locaux, le paysage, l'architecture, tout ce qu'on peut y faire, quoi. Apprécier. Et pour vous, c'est quoi aimer la France? Aimer la France, c'est aimer la République. Non, je rigole. Non, aimer la France, c'est évidemment aimer très charnellement son pays. Aimer ce qu'on voit autour de soi, ce qu'on sent autour de soi, aussi, ce qu'on entend aussi, la musique. Aimer aussi l'odeur de la nature après la pluie, c'est aimer... c'est ça. C'est faire appel à tous ses sens, et c'est aimer ce qu'on ressent quand on se trouve en France. Aimer son histoire, aimer cette langue, aimer cette culture, aimer nos ancêtres, ce qu'ils ont bâti. Pour moi, aimer la France, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est que en même temps qu'on retrouve une formidable montée de l'insécurité et des agressions sur Clermont-Ferrand, il y a le plan Inspire, qui est un projet à 500 millions d'euros sur 80 ans, qui va endetter la ville sur 80 ans
de refaire les travaux partout. C'est une sorte de projet haussmannien à hauteur de Clermont-Ferrand qui fait que tous les commerces centre-ville sont un peu pendus par les pieds pendant ce temps-là. Et tu as des travaux dans toute la ville. Les rues se retrouvent en sens unique du matin au soir. Tu as des commerçants exsangues parce qu'ils n'arrivent plus à travailler. Et on ne sait plus trop où aller. Donc d'un côté, il y a une insécurité qui arrive, en même temps que la ville n'est pas du tout prête à recevoir ça parce qu'elle est en plein travaux et en pleine mutation. Ah ouais. Sur 80 ans, elle s'est endettée, la ville, là? Ouais. C'est-à-dire que c'est un petit peu, d'après des gens comme Locke, la démocratie, c'est quand tu votes les impôts que tu payes. Donc là, on est en train de s'engager pour que des générations d'après payent les impôts qu'ils n'ont pas votés. Ouais, bon, donc quelque part, c'était plus la démocratie. Quand tu payes un impôt qui a été décidé par ceux d'avant, il y a un petit problème. Donc pendant 80 ans, les Clermontois vont payer ce projet. Il y a intérêt qu'il soit beau. Et c'est quoi comme projet globalement? Les conseillers municipaux te disent, nous ce qu'on veut c'est faire comme Hidalgo. Donc on va avoir des pistes cyclables, des voies de tramway, choses comme ça. C'est une ville pensée moderne. Maintenant est-ce que ça va marcher on verra. Regardez par ici là. Ouais, j'ai pas envie de faire du bashing, tu sais, facile. Je préfère rester un petit peu distant, tu vois, les travaux, ça fait tout le monde. Mais bon, Paris, ça a été Haussmann, 30 ans de travaux, ça fait tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est magnifique, tu vois. Ouais. Et on peut pas présager de ce qui va être. Autant ça va être magnifique. Autant ça va être de la quoi. Il faudra le refaire dans 15 ans, tu vois. Et donc on aura des crédits pour payer des travaux qui ont déjà été refaits. Ouais, c'est possible, hein. Mais bon, je peux pas présager, j'ai pas de boule de cristal. Bah, on sait ce que ça va donner à Paris déjà. Ou à Lyon, ou à Grenoble. Les plans Hidalgo, on voit ce que ça a donné à Paris, Lyon et même Bordeaux. Grenoble, bien sûr. Maintenant, il y a des politiques de grands travaux qui ont aussi été salutaires aux villes. Maintenant, est-ce que le problème de Clermont, c'était son urbanisme? Ou est-ce que c'est plutôt la réindustrialisation, attirer les talents? Je sais pas, ça c'est le rôle des stratèges politiques. Bonjour. Je veux juste pas passer à la question. Ouais. Pas de problème. Moi, tu vois, j'aimerais bien intervenir parce que je vais avoir un discours qui est complètement déconnecté de ce que tu peux entendre, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des réalités dans ce que tu dis. Je respecte pas forcément tes idées. Tu vois, aujourd'hui, on vit dans l'insécurité totale. Moi, je suis musulman, pratiquant. Ouais. Un musulman pratiquant aujourd'hui, il n'a pas envie de voir tout ce qui se passe, tu vois, en France, etc. Tu vois, les musulmans pratiquants aujourd'hui, en fait, la France d'aujourd'hui, on ne se reconnaît pas dedans parce que malheureusement, la plupart des gens, ils ont une méconnaissance du terrain. Toi, tu tournes beaucoup, etc. Donc, tu auras une vision que d'autres ne partageront pas. Moi, ce qui m'énerve avec l'extrême droite, etc., c'est qu'ils mélangent tout. Moi, je suis musulman, je suis français d'origine française, tu vois, je suis converti. Je suis 100% français de mes deux parents. Mais je suis absolument pas en adéquation avec ce qui se passe. C'est catastrophique. Tu vas dans les quartiers, il y a de la sécurité. Ma mère, quand elle marche dans la rue, j'ai pas envie qu'elle se fasse agresser. Tu vois, donc en fait, il y a un combat à mener, mais c'est pas déconnecter les musulmans, les arabes, les blancs d'un côté, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, c'est peut-être un peu ce qu'on peut ressentir quand on voit tes vidéos, même si je vois que tu essayes de faire la part des choses. Tu vois, après, forcément, tu réorientes parce que c'est ton travail, tu vois. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a un combat à mener ensemble. Un musulman pratiquant, aujourd'hui, il n'a pas envie de voir de la merde. Il n'a pas envie de voir que dans les quartiers, c'est le... Il y a des parents, ils veulent plus sortir. Ils ont peur. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. La qui s'évite partout, c'est pas normal. Les autorités, elles sont au courant de ce qui se passe. Tu vois, ils attendent qu'il y ait 8 corps cramés pour pouvoir intervenir. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais moi, le message que j'aimerais que tu fasses passer, c'est que aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle, elle est multireligieuse. Le délire des gauchos et des droitards, moi, je les mets tous dans le même sac. Un extrémiste droitard, un extrémiste gaucho, pour moi, c'est la même. Tu vois, c'est dans le même sac. Et en fait, il faut essayer de rassembler les choses et se dire qu'il faut faire pot commun. Tu vois, c'est extrêmement important aujourd'hui. Je pense que c'est le seul message à faire passer, tu vois. Après, je vais te dire, moi je parle avec beaucoup de monde. Oui. Et il y a un truc chez les Français, certains osent le dire, d'autres pas. Oui. Ce qui les gêne, au-delà même de la délinquance, oui, c'est l'idée que l'islam prenne de plus en plus de place en France. Comme si on demandait aux Algériens et qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que le christianisme, imaginons qu'il y a des millions de chrétiens qui arrivent en Algérie, et que les Algériens disent « ça nous fait peur, on n'a pas envie de voir notre pays changer ». Est-ce que ça, pour toi, c'est un discours extrémiste? De dire « le pays change trop vite, et nous, la France, c'est un vieux pays catholique ». J'entends.
Tu vois, c'est pas une question de racisme, en fait. Je te l'ai dit, je suis converti, je suis issu d'une famille chrétienne, catholique pratiquante. J'ai moi-même été baptisé, je suis moi-même issu d'un cursus catholique, tu vois, donc avec une pratique religieuse dans mon enfance. Moi, je me suis converti par réflexion, non pas parce que j'avais un pote qui s'appelait Karim ou Mohamed. Non, moi, je me suis converti à Aurillac, dans les montagnes, j'étais tout seul. C'est un cheminement spirituel, c'est une rencontre avec Dieu. Par Internet aussi, par Internet. Non, pas forcément par Internet, parce que je vais certainement te choquer. Là où j'ai eu le déclic de me convertir à l'islam, c'est quand je suis parti faire le mini-pèlerinage à Lourdes. Donc je te laisse imaginer. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant et je pense que la réponse, elle est dans ta question, c'est ça accélère trop vite. Mais en fait, c'est le temps. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui qui accélère trop vite, donc tout va trop vite. Alors oui, peut-être que l'islam avance trop vite pour ce pays, mais en fait ça va dans le sens de l'histoire. Il y a de plus en plus, déjà l'immigration, c'est un fait, tu vois. Non mais c'est pas inéluctable. Tu as des pays où pour rentrer dans le pays, il faut montrer patte blanche, il faut avoir de l'argent sur son compte en banque, il faut avoir un contrat de travail dans le pays. Et pourquoi on voudrait mélanger l'islam à tout ça? L'islam, c'est pas le Maghreb. Moi je me suis pas converti au maghrébisme, et ça j'aimerais que les gens l'entendent. Et beaucoup de Français ont le même discours que moi. Je me suis converti à l'islam, pas au maghrébisme. Moi, culturellement, je mange pas du couscous et je mets pas de djellaba, tu vois. Non, vrai, mais j'en atteste. Tu vois, et ce discours-là, on ne veut pas l'entendre. Et c'est pour ça que moi-même, je me fight avec beaucoup de Maghrébins qui me disent « Ouais, mais ton discours, il est étrange. Ton discours, il est étrange. Tu me dis que tu es converti, mais ben oui, mais je suis pas converti au maghrébisme. Moi, ma pratique religieuse, c'est l'islam. C'est je me réveille le matin, je fais ma prière, je me couche, je fais ma prière, je fais mes piliers religieux. Mais je suis pas maghrébin. Aujourd'hui, le Maghreb a une très grosse affluence en France, comme le Mexique a une très grosse influence aux États-Unis. Et donc, forcément, culturellement, ils ramènent leur culture. Alors oui, on va dire, oui, mais c'est ça qui nous dérange, c'est qu'on n'a plus de culture. Je te jure que la plupart des patriotes français aujourd'hui, ils connaissent pas leur pays. Mon père était légionnaire, il a fait la Légion étrangère, toute ma famille est militaire. J'ai mes cousins qui sont à la gendarmerie, tu vois. Tu vois, je remplis toutes les cases. Et ça fait les gens parce que j'aurais pas le même discours extrémiste que la plupart. Et il faut amener un peu de nuance, tu vois. Voilà. Est-ce que j'ai transformé ton discours? Est-ce que je t'ai orienté? Non, mais... Je te laisse dire ce que tu veux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un journaliste comme toi aujourd'hui, c'est comme un peu un psychologue. Ouais. Voilà, il laisse. Vrai. Mais les gens, malheureusement, ils ont un discours qui n'est pas dilué, tu vois. Et puis souvent, en plus, ils parlent avec émotion, ils parlent avec peut-être parfois un peu de haine. Mais je peux l'entendre. Hein. Tu sais, quand tu marches dans la rue et que tu entends sur le Coran, je vais t'as un. Tu crois que moi, en tant que musulman, ça me fait plaisir? J'ai juste envie de l'attraper, de lui mettre une grande gifle. Même ça, il y a beaucoup à dire là-dessus. Beaucoup, bien sûr, il y a beaucoup à dire. C'est pour ça que je t'ai dit, ton discours, il n'est pas forcément déconnecté de la réalité. Sauf qu'il faudrait apporter des nuances et il faut se poser aux bonnes tables. Il faut parler avec les bonnes personnes. Ouais, mais tu moi, vois, je suis dans la rue, je vois tout le monde. Et c'est bien aussi, tu vas te donner. Mais moi, je serais ravi de t'accompagner. T'as vu les gauchos extrémistes là qui disent qui t'invectivent et qui te viennent et qui te prennent à part, etc. Moi-même, je vais lui dire écoute, mon grand, je suis musulman, tu vas pas le toucher parce que c'est moi, je vais me mettre en opposition. Tu vois, je serais le premier à te défendre parce qu'on est en France. Je pense que ta parole, elle est importante. Sauf qu'il faudrait que tu amènes de la nuance. Bah voilà, tu vois. Tu as pu dire ce que tu voulais. Ouais, mais ce sera pas assez. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mon discours là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors oui, tu vas me dire, j'ai fait ma part, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et puis. Mais en même temps, est-ce que ton discours est très répandu dans la communauté musulmane? C'est ça aussi, tu vois. Si t'es une exception, c'est chaud. Non, je pense pas que ça soit une exception. Tu vois, autour de moi, j'ai beaucoup de gens comme ça. Vraiment, et c'est pas, là je te le dis pas parce que tu es devant moi, vraiment, moi je suis entouré que de personnes comme ça. Moi, français, de père en fils, avec un père qui s'est battu pour la France, à la Légion étrangère, qui a vu des choses, vous imaginez même pas, qui a défendu les couleurs de la France. Est-ce que tu penses que j'ai envie qu'on voit ma femme se faire agresser? Non, je meurs pour ça, moi. C'est pas de problème. Je donne mon âme pour ça, tu vois. Et je trouve ça triste. Est-ce que vraiment elle risque de se faire agresser, ta femme? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par des personnes qui n'ont pas les nuances, justement, qui ont un discours qui est alimenté par ce qu'on veut, tu vois, mais par beaucoup de haine, malheureusement. Et je pense que ce qui nous remplit aujourd'hui, c'est la haine. Et après, il y a beaucoup de facteurs qui... Tu vois, je t'ai dit, il faudrait qu'on parle 3 heures pour qu'on comprenne. C'est pas de la haine, c'est de la... Certains, oui, bien sûr. C'est de la... Non, il y a très... Moi, franchement, je parle à beaucoup de gens, il y a peu de gens haineux. Je te dis, cette logique-là, c'est les gens, ils tiennent à leur culture, ils tiennent à leurs racines, ils tiennent à leur passé. Mais non, ils ne connaissent pas leur culture, je suis français. C'est ma vision et tu peux ne pas la partager. Mais pour moi, la France, c'est la ruralité avant tout. Pour moi, alors oui, il y a la capitale, il y a les grandes villes, il y a ce qu'on en a fait. Mais la France, c'est cultiver sa terre. C'est bien évidemment l'aspect culturel. Mais c'est pareil, la religion aujourd'hui, c'est quoi la place de la religion du christianisme en France? Moi, je ne serais pas mécontent si le christianisme
christianisme revenait. Maintenant, ça, c'est une affaire d'État. Ça ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas responsable que l'État, à un moment donné, a pris la décision de cloisonner le christianisme. Tu vois ce que je t'ai dit, moi? Écoute, je te jure, tu serais choqué de savoir qui est ma famille au point de vue christianisme. J'ai mangé avec des gens, des prêtres, avec des gens avec qui j'ai pu longuement discuter de ma conversion, etc. Ils n'ont pas le discours des pseudo-patriotes. Tu leur demandes un verset de la Bible, ils ne connaissent pas. Et les mecs sont patriotes, ils veulent voir le christianisme revenir. Ils ne connaissent pas leur pratique religieuse. Est-ce que tu sais que dans le christianisme, les femmes sont voilées? Pas toutes. Non, ça, il faut... Pas toutes. Selon ta pratique. Mais je peux t'amener des versets et des preuves. Tu sais, ce que j'ai aimé en islam, moi, c'est qu'on ne parle qu'avec preuves, tu vois. C'est important. Il y a quand même une méthodologie dans l'apprentissage, etc. Et tu regardes dans le christianisme, normalement... Il n'y a pas une injonction à voiler les femmes dans le christianisme. Le Christ n'a jamais dit voilez vos femmes, on pourrait en discuter en privé. Je pourrais t'apporter des preuves du contraire, tu vois. Mais ce que je veux dire, sans pour autant s'étaler sur le sujet, c'est que tu vois, la plupart des patriotes français et qui revendiquent le christianisme, tu leur demandes de citer un verset, ils l'ont pas. Ouais, mais c'est quoi leur pratique religieuse au quotidien? Ils l'ont pas. Et pourquoi les églises sont vides? Les questions de fond, elles sont celles-ci, tu vois. Je pense même pas qu'ils soient attachés. Il y en a certains qui sont certains qui sont évidemment attachés au christianisme, mais pas tous. En fait, la plupart des Français du quotidien, les Français de souche, eux, c'est qu'ils voient le pays qu'ils ont connu, gaulien, des années 50, 60, 70, qui est en train de radicalement changer, et ça leur plaît pas. Comme ce serait le cas dans n'importe quel pays du monde qui changerait radicalement. C'est très simple en fait. J'entends, mais je vais faire exprès d'être percutant dans ce que je vais dire, mais tu sais, le peuple d'en bas, tu sais ce qu'ils cherchent, c'est du pain et de l'eau. Tu sais, la plupart des gens qui gueulent là, crois-moi, donne-leur un budget un peu plus conséquent. Bizarrement, il y aura moins de bouches qui vont s'ouvrir. La conclusion, elle est qu'aujourd'hui, moi je demande aux Français de faire la part des choses entre un islam, un musulman, un pratiquant et le qui est en train de se passer. Un musulman aujourd'hui pratiquant, il n'a pas envie de voir le en France. Il n'a pas envie de rentrer dans son bâtiment, que ça pue la pisse, que ça sente le Un musulman ne veut pas ça, il n'en veut pas. Et donc j'aimerais que les gens fassent l'effort de dissocier ça. Parce que moi, ça me fait du mal en étant français et converti, ça me fait du mal de voir que mon pays ne respecte pas ma religion. Je suis français à 100% et musulman à 100%, et ces deux casquettes-là, j'ai pas envie qu'on me les ôte. Ce qui se passe à Clermont aujourd'hui, c'est catastrophique. Quand tu vois des corps qui sont cramés, c'est catastrophique. Quand tu vois des mecs qui dealent, c'est catastrophique. Lève-toi le matin, va travailler, ne pas. Il y a des paroles qui sont très justes. Pas d'amalgame, mettez de la nuance, soyez plus chirurgical dans l'analyse des faits. Ce sont des personnes qui posent problème, pas des communautés. C'est bien beau de dire ça. Mais si la communauté n'est pas capable de résoudre le problème de sa communauté, est-ce que c'est à l'autre communauté de le résoudre? Là, on se retrouve dans la logique de Benjamin Constant, qui disait que tout est moral entre les individus, tout est physique avec les masses. Et quand on considère une masse, la morale ne prend plus part. On est sur des relations et des rapports physiques. Ami, ennemi, doit être là, doit pas être là. Il n'y a plus de question de subtilité et de nuance. Ouais, bien sûr, bien sûr. La nuance, tu l'as avec n'importe qui, même avec ton ennemi à la guerre. Mais dès l'instant que les armées s'affrontent et que les individus deviennent des masses, il n'y a plus de nuance. C'est gentil ou méchant, c'est oui ou non, c'est binaire. Ouais, bien sûr. Et on arrive au moment de la binarité. Et ça, c'est terrible parce que c'est le moment des grands crashs. Des grands chocs, ouais. Et des grands chocs de culture et de civilisation. Ça, c'est mon analyse, c'est mon hypothèse. Après, non, mais j'aime bien cette manière de philosopher dans la rue. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Ah oui, mais je pense que c'est là qu'on philosophe le mieux. Hein. le mec te sort des trucs, de suite ça lui vient, attention, moi je suis musulman. C'est marrant, dans ses phrases, il y a vraiment les réponses à nos problématiques. Et là, malheureusement, il n'y a pas de heureux ou malheureux, mais quand il met le doigt sur la spiritualité qui manque à la France, je pense qu'il a parfaitement raison. Morgane, on est où ici là? Alors là, on est juste devant mon bar, qui a pris une fermeture administrative de 6 mois pour soi-disant tapage nocturne, trouble à l'ordre public, alors que le bar répond à toutes les normes en vigueur, que je n'ai jamais eu la moindre agression, le moindre bagarre, la moindre intervention policière. Simplement, j'ai la malchance d'être à côté du mauvais voisin qui connaît les bonnes personnes. Ouais, c'est qui ce voisin? C'est le voisin, je ne vais pas montrer où il est, mais dans l'idée, c'est le voisin qui a écrit aux députés, qui a écrit aux sénateurs, qui ont fait pression sur le préfet, pression certainement sur le maire. Et comme le maire n'a rien à faire des commerçants, clairement, sinon je pense que ça se verrait,
eh bien j'ai été fermé de manière complètement injuste et arbitraire. Pourquoi ce voisin t'en voulait-il? Pourquoi ce voisin m'en voulait-il? Je sais pas. Officiellement, il estime qu'il y a des gens dehors, que c'est insupportable, que ça fait du bruit, que des voitures vont se garer. Enfin bref, des raisons qui sont complètement lunaires. Mais il a été bien suivi par la préfecture. Et officieusement, c'est quoi la vraie raison? Officieusement, on ne saura jamais, mais visiblement, à titre personnel, j'ai des idées qui ne correspondent pas les siennes. Alors que mon établissement est un endroit où on fait la fête avec beaucoup de bienveillance, qui apporte une certaine forme de plaisir à ceux qui le fréquentent. Donc toi, tu as un bar, ouais. Tu es vu comme étant quelqu'un de droite, même si en fait c'est plus compliqué que ça, mais tu es vu comme étant quelqu'un de droite. Et donc ton voisin qui lui est de gauche a fait pression sur les élus de gauche pour que te faire fermer ton établissement. Pour que je sois fermé. Donc aujourd'hui, la seule chose qui peut expliquer une sanction de 6 mois pour un bar qui n'a zéro trafic de stupes, zéro problème de la police, zéro amende, zéro avertissement de quoi que ce soit et qui est 100% aux normes, mon bar-boîte de nuit se fait fermer pour des raisons politiques, purement. Du coup, voilà, mes salariés sont sur le carreau, des salariés qui sont complètement partisans et qui découvrent ça. Donc ça met une belle image en plus de cet esprit-là. Et puis ça montre à quel point c'est une ville qui n'en a rien à faire des commerçants. L'idéologie prime à Clermont-Ferrand. Voilà, il faut vraiment laver plus blanc que blanc. Parce qu'il y a eu une pétition quand même qui a circulé ouais, il y a une pétition contre mon bar qui a réuni 12 personnes. C'est vrai ça? 12 personnes. Toi, tu as fait une contre-pétition qui a réuni 1200 personnes en 3 jours. De toute façon, je ne peux pas être plus aux normes que ce que je suis. Je réponds absolument à toutes les règles qu'on me demande. Et malgré ça, ils m'ont mis 6 mois de fermeture. Donc pour s'en sortir, on a fait pétition, on a fait une manifestation devant la préfecture, on a demandé un recours hiérarchique au ministre de l'Intérieur qui va bientôt arriver, mais bon, c'est pas simple, c'est long. On a fait des démarches au tribunal administratif qui a à peine ouvert le dossier. Et on a fait une petite cagnotte sur notre site pour essayer de nous aider à tenir le coup, parce que si jamais on perd le bail, on perd le fonds de commerce. Et le bar disparaît. Parce que c'est un bar-boîte, c'est un bar qui n'a de raison d'être que travailler la nuit. Pas de machine à café, pas de jeu à gratter, c'est un barracuda, c'est pour faire la fête, quoi. Là, ouais, la situation est dangereuse parce qu'en France, la présomption d'innocence, le laxisme judiciaire s'applique avec tout ce qui est personnel et pénal. Mais par contre, quand c'est administratif, quand tu es une entreprise, ils sont en droit de vie ou de mort sur toi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et avant d'entreprendre en France, il ne faut pas oublier ça. L'État, l'administration, la mairie, la préfecture a le droit de vie ou de mort sur ton commerce. Il suffit qu'ils se réveillent mal le matin pour t'écraser comme on écrase un mégot de cigarette. Et ça, je l'ignorais. Et je l'ai appris à mes dépens. Je pensais qu'il y avait une justice, mais pour un entrepreneur, il n'y en a pas. Il y a une justice pour un mec qui va caillasser un flic, envoyer un cocktail Molotov. On va demander d'où est-ce qu'il vient, si c'est bien lui, s'il y a bien ses empreintes, si la bouteille a été signée par lui, tu vois, s'il l'a bien acheté avec ses sous, si personne l'a forcé. Et quand tu es entreprise, tu dis voilà, moi j'ai un commerce, non monsieur, vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes. Même des courriers recommandés, ils ne répondent même pas. La préfecture, une malveillance, une mauvaise foi que la justice finira par reconnaître. Mais la justice est longue, alors que l'économie va très vite. Un endroit qui n'a jamais connu la moindre agression, le moindre problème, jamais un coup de couteau. Tout le monde vous dira que c'est un bar extrêmement bien fréquenté, bon enfant, où on s'y amuse. Mais en décembre, on va réouvrir, on remerciera tous ceux qui nous ont aidés, moralement et même certains économiquement, et on finira par gagner et à prouver que nous sommes bien un bar-boîte de nuit qui amène les gens jusqu'au petit matin, avec bienveillance et dans le calme. Et dans le calme. Ouais. Incroyable ce que tu me racontes. 3 employés sur le carreau. 3 employés sur le carreau? Sur le carreau, un associé qui est privé de revenus, complètement. Mais alors, un silence de la mairie, rien. Ça fait mal parce que, tu vois, pour faire un commerce comme ça, tu dois répondre à un cahier des charges colossal. Tu apprends tous les métiers, de la menuiserie à la plâtrerie, à la serrurerie, à l'électricité, à la plomberie. Et un mec dans un bureau, payé par tes impôts, t'arrête ta vie comme ça sur un coup de stylo. Et il n'y a rien pour l'arrêter. Mais, on a trouvé quand même les traces de leur malveillance. Et avec le cabinet Porte-Joie de Clermont-Ferrand, qui est un cabinet très connu, qui nous a proposé son aide, on a déposé plainte pénale pour escroquerie au jugement. Et ça va leur faire mal. Ça, je pense que nous, quand on va commencer un petit peu à retrouver le sommeil, c'est eux qui vont commencer à avoir des insomnies.
Oui, parce que l'administration n'est pas là pour écraser les administrés. Elle est là pour trouver des solutions, pour aider les gens à bien s'entendre. Bon, vous avez une boîte de nuit, à côté, vous trouvez que c'est pas normal, est-ce qu'on peut mettre une personne en sécurité en plus? Est-ce que le limiteur est bien réglé? Il y a des tas de choses à regarder. Non, ils ont préféré faire un abus de droit manifeste. Wow. Voilà, 6 mois de fermeture pour un bar qui n'a même pas de trafic de stupes, qui n'a même pas vendu une capsule de gaz machin, qui n'a jamais eu une amende pour tapage nocturne ou quoi. C'est du jamais vu. Surtout quand on voit tout ce qu'il y a autour. Quand on voit tout ce qu'il y a autour. Quand on voit tout ce qu'on laisse faire. Quand on voit tout ce qu'on laisse faire. Ouais, ça rend fou. Ouais, ça rend fou. Ouais. Surtout qu'en plus, la rue a quelques aménagements intéressants, notamment l'hôtel de Bordeaux. N'essayez pas d'avoir une chambre à l'hôtel de Bordeaux, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. L'hôtel de Bordeaux, c'est réservé aux invités du département. Le département paye entre 50 et 80 €, c'est assez opaque, pour chaque personne migrante qui se retrouve dans le Puy-de-Dôme. Ils sont nourris, logés, blanchis ici, à 2 jusqu'à 4 par chambre. Et c'est nous qui payons, et l'hôtel, lui, a trouvé un bon moyen d'être plein tout le temps. Ce qui est amusant, c'est que pendant les travaux, un jeune venait nous voir régulièrement, un type assez baraqué, il venait de Guinée-Conakry, un type très sympa. Et il nous proposait de l'aide. Il nous disait, je ne voulais pas me faire travailler. Et nous, on disait, bah non, attends, ça reste compliqué d'embaucher un mec ici. Et puis un jour, il nous a dit, mais moi je sais faire ça, je sais faire ça. Alors on a dit, bah écoute, on peut te faire travailler. Il dit, bah, appelez mon assistante sociale. On a appelé l'assistante sociale. On a dit, voilà, ce jeune homme a l'air intéressant, il a de l'expérience dans le bâtiment, il nous a montré qu'il savait faire des choses. Est-ce qu'on peut lui faire un contrat de travail en CDD, manutentionnaire bâtiment? Et la dame me dit, mais monsieur, vous n'y pensez pas? J'ai dit, pourquoi ça? Mais ce monsieur, il a 16 ans. Bon, j'ai sûr qu'il avait au moins 25 ans, tu vois. Mais non, il avait 16 ans. Donc on l'a embauché, on l'a pris un stage de 15 jours. Et effectivement, il travaille très très bien pour un mec de 16 ans. Et le reste du temps, il est à l'école, avec des jeunes de 16 ans, 17 ans, comme ses camarades. Et sur tous les mecs qui sont à cet hôtel-là, c'est le seul qui nous a proposé de l'aide. Et il a été impeccable, un garçon formidable, qui aujourd'hui a été embauché, je crois, en alternance dans une entreprise. Donc aujourd'hui, il a officiellement 17 ans en France. Il va travailler jusqu'à 65 ans. Il aura en réalité peut-être 72, 73 ans, qui sait. Donc d'une certaine manière, peut-être que la France a trouvé le moyen de repousser l'âge de la retraite de manière originale. Ce sont des esclaves modernes. Mais donc là, l'hôtel de Bordeaux est rempli de migrants en fait. Hein. Migrants, et on a appris que c'était des mineurs isolés, mais c'est pas flagrant quand on les voit. J'en ai vu passer 2 là, ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais. L'histoire du Barracuda est absolument incroyable, mais pas étonnante en France, hélas. Une des grandes phrases de Pascal, une citation qu'on retrouve souvent, et que je trouve extraordinaire, c'est « L'homme n'est ni ange ni bête, le malheur veut que celui qui veut faire l'ange fait la bête ». C'est en gros le résumé du « l'enfer est pavé de bonnes intentions », tu vois, c'est le même principe. Et je trouve que c'est magique parce que tous les gens qui vont essayer de faire du bien, pour faire du bien encore plus, et de faire de la surenchère de bien, ben en fait vont finir par créer le chaos parce que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Parce que nous, on n'est pas venus ici pour faire la violence. Vous êtes venus ici pour travailler? Il y a beaucoup de gens pour qui l'argent ne suffira pas. Il leur faut autre chose. Tu sais, au début, quand je me suis converti, ma mère, elle a eu très peur. La bourgeoisie a tellement créé la confusion que, par exemple, à la mairie, je vais vous faire rire, on croit qu'il y a des communistes à la mairie, par exemple. Mais c'est Orwell.